Sean Strickland s'est fait rouler dessus par Dricus du Plessis. On a vraiment vu la différence de niveau entre un champion et quelqu'un qui a juste été champion le temps d'un instant, qui a eu un pic en fait. Sean Strickland, il est juste trop limité pour affronter un combattant aussi complet que Dricus du Plessis. J'expliquais dans les vidéos précédentes que du Plessis c'était juste un génie incompris et dans ce combat-là, il l'a prouvé. J'avais aussi expliqué que Sean Strickland à la base, c'était un combattant plutôt timide qui se cachait derrière son jab. Ses derniers combats ont été assez excitants, du coup ça lui a donné une nouvelle réputation, mais la nature est revenue au galop dans ce combat. Sean Strickland a repris ses mauvaises habitudes et comme annoncé, Dricus du Plessis a su les exploiter. Avant de parler des fautes de Sean Strickland, on va quand même se concentrer sur la performance de du Plessis. Comme je l'avais rappelé, Dricus du Plessis avant de se lancer dans le MMA, c'était un excellent kickboxer, il comptait 33 victoires pour 0 défaite et dans les 33 victoires il en comptait 30 par KO. En fait ce qui fait qu'on sous-estime le striking de Dricus du Plessis, c'est simplement le fait qu'il a aucune considération pour l'esthétique. Il essaye pas de rendre ça beau, il fait juste ce qui est efficace, ça perturbe même ses adversaires le fait que ce soit aussi peu esthétique, donc finalement c'est un atout dans son striking, ça avait servi face à Adesanya. Je rappelle que le combat face à Adesanya il l'avait gagné en striking, oui il avait fini par soumettre Adesanya, mais c'était d'abord l'enchaînement qu'il avait fait en striking, le fait qu'il travaille que sur des contretemps, qu'il allonge ses combos. À chaque fois, on croit que son combo est terminé et finalement, il rajoute 2-3 coups. C'est comme ça qu'il avait réussi à toucher Adesanya et c'est en le touchant qu'il a réussi à l'emmener au sol puis à le soumettre. C'était bien son striking qu'il fallait louer. Là encore, c'est son striking qu'il faut louer. Il aurait parfaitement pu mettre KO Sean Strickland. Manifestement, Sean Strickland, comme il l'a dit, Dricus du Plessis, il est presque impossible à mettre KO. Je dis bien presque parce que dans son corner, il y avait justement Alex Pereira qui lui avait réussi à le mettre KO. Ça en dit long sur la puissance d'Alex Pereira. Ok, d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut arrêter. J'ai vu plein de gens dire que Sean Strickland avait plus de chances de l'emporter parce qu'il y avait Alex Pereira dans son coin. Mais les gars, ça change rien. Ça n'a aucune incidence. Du moins, ça n'a pas une aussi grande incidence que ce que les gens essayent de faire croire. Umar Nurmagomedov a très bien perdu avec Khabib dans son coin. Tony Ferguson a perdu avec David Goggins dans son coin. Et inversement, Mike Perry avait gagné avec juste sa meuf dans son coin. Donc c'est pour dire que ça fait pas une grosse différence. Personnellement, j'ai jamais vu un combattant venir avec un guest dans son coin et que ça ait une vraie influence sur le combat. Restons concentrés sur les combattants qui sont dans la cage quand on fait nos pronostics. Je pense pas que ce soit pertinent d'aller chercher qui est dans le corner de qui. Ça fait pas une grosse différence. Pour revenir à leur combat justement, un moment entre le 4e et le 5e round, Dricus du Plessis venait de casser le nez de Sean Strickland. Sean Strickland retourne dans son coin, il s'assoit sur le tabouret et qu'est-ce qu'on entend de la part d'Alex Pereira? Cham, je vous jure, allez voir le replay. On entend Alex Pereira, c'est tout ce qu'il peut lui dire, il parle même pas la même langue. Après ça justement, on voit Sean Strickland qui se lève et Alex Pereira qui essaye de lui dire quelque chose. Sean Strickland qui le calcule même pas, il se tourne et directement il se concentre sur Dricus du Plessis parce que de toute manière ils ne vont pas se comprendre. Donc en fait la présence d'Alex Pereira elle peut avoir quand même un effet avant le combat pour la préparation etc. Mais pendant le combat elle est complètement impertinente. En revanche l'intervention d'Eric Nicksick elle est un peu plus pertinente, particulièrement en rapport avec l'analyse que j'avais faite avant le combat justement. Eric Nicksick qui est le coach de Francis Ngannou, de Sean Strickland, de Chris Curtis, de Dolidze, de plein d'autres combattants, d'Aljamain Sterling, de plusieurs champions, bref. Eric Nicksick, excellent coach, qui dit à Sean Strickland faut que tu envoies autre chose que ton jab. Faut que tu me sortes cette main droite, t'arrives pas à la sortir, faut que tu la sortes. Et justement, avant le combat, je disais que Sean Strickland, c'est plutôt un combattant qui se cache derrière son jab, à qui on reprochait justement de n'utiliser que son jab et de ne pas être assez libéré dans son striking. Il l'avait lui-même admis, je vous l'avais dit, mais je vous avais pas mis l'extrait. I was a jab warrior. But this fight, bro, I'm gonna do the fucking man dance. You're actually gonna see this fucking punch get thrown. You might even see a fucking takedown. Maybe, if you're lucky. Strickland, c'est pas un brawler, c'est pas un bagarreur. Le premier combat était un peu trompeur parce que du coup, Dricus du Plessis avait réussi à forcer Sean Strickland à faire la bagarre. Du coup, on a vu que Sean Strickland était capable d'adopter ce style, mais en réalité, c'est pas le style qu'il préfère. Il a été forcé de l'adopter au fur et à mesure des rounds. Du coup, ce qui était sûr, c'était qu'au deuxième combat, Dricus du Plessis avait déjà trouvé la solution, il connaissait la solution et il avait plein d'options pour pouvoir de nouveau forcer Sean Strickland à adopter le style qui l'arrange lui, parce que Dricus du Plessis, c'est son style de faire la bagarre, il donne l'impression de faire la bagarre, mais en réalité, il sait très bien ce qui se passe, c'est son génie, c'est justement l'aspect du combat dans lequel il brille, dans lequel il est plus lucide que son adversaire. Du coup, il avait réussi à forcer Sean Strickland à rentrer dans ce jeu-là lors du premier combat au fur et à mesure des rounds. Donc là, avec sa préparation d'avant-combat et son expérience qu'il a déjà eue en affrontant Strickland, il avait toutes les armes pour de nouveau faire ce qu'il avait déjà réussi à faire, c'est-à-dire forcer Sean Strickland à faire la bagarre. De l'autre côté, Sean Strickland, lui, il manque d'armes. Il manque d'armes pour pouvoir contrecarrer au plan de Dricus du Plessis. Justement, ce qui était étonnant de la part d'Eric Nicksick, c'est qu'il a dit tu fais la même chose qu'au premier combat, t'es trop prévisible. Mais justement, c'est Eric Nicksick qui doit trouver une solution pour qu'il soit pas aussi prévisible avant le combat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Sean Strickland, c'est un combattant assez rigide, qui a un style et qui va s'y cantonner. Depuis le début de sa carrière, il a gardé ce style. C'est pas maintenant qu'il va changer, c'est pas maintenant qu'il va ajouter des armes à son arsenal. Du coup, c'était assez prévisible le scénario de ce combat-là. La seule arme décisive que Strickland avait au premier combat, c'était son jab. Il comptait que sur ça lors du premier combat et ça avait pas mal marché, en tout cas au début du combat. Mais là, dans cette revanche, dès le premier round, on a vu que ça allait pas marcher. Strickland s'est retrouvé dans une position où il était obligé de mettre KO Dricus du Plessis s'il voulait l'emporter dans ce combat. Et comme je l'ai rappelé avant le combat, Strickland, c'est pas un finisseur de toute façon. En 27 combats à l'UFC, comme je l'avais dit,
Duplessis, il a que 4 KO. Il compte 19 décisions en carrière. De l'autre côté, on a tout l'inverse. Dricus du Plessis, c'est 23 victoires, 20 finishes. Donc même s'il y a des similarités dans leur style aux deux, les deux aiment bien mettre la pression, etc., on peut pas dire que ce soit le même style de combattant. Là, on a un combattant qui est en apparence agressif, en apparence spectaculaire, et de l'autre côté, on a un combattant qui est à 100% agressif, à 100% spectaculaire. Ce qu'on a compris dans ce combat-là, c'est que Dricus du Plessis, il attaque pour mettre la pression, tandis que Sean Strickland, il met la pression pour attaquer. Je m'explique. Dricus du Plessis, peu importe sa position, il va envoyer des coups. Il va envoyer des coups, et s'il a du succès dans les coups qu'il envoie, alors il va commencer à avancer. Mais dans tous les cas, il va envoyer des coups. Alors que de l'autre côté, Strickland, il essaye de s'assurer de mettre la pression à son adversaire par sa présence. Et s'il voit qu'il arrive à cadrer son adversaire et à avancer sur lui, alors là, il va libérer ses mains. Autrement, il déclenche pas. Les seuls moments où il a déclenché pendant qu'il était sur le reculoir, c'est quand il était vraiment acculé et qu'il avait d'autres choix que d'envoyer. Quand justement Dricus du Plessis le forçait à échanger dans ces situations. Tout le combat s'est passé en ces termes. Il a clairement gagné 5 rounds à 0. Il y a un juge qui a vu 4 rounds à 1. Va savoir. En tout cas, dans tous les cas, c'était une victoire écrasante de la part de Dricus du Plessis. Maintenant, on n'a plus d'autre choix que de reconnaître que Dricus du Plessis est en fait un génie. Il nous a tout envoyé, coup de coude retourné, coup de pied retourné, high kick en southpaw ou en droitier. Bref, il nous a régalé. Je pense carrément que cette victoire, ça va embellir en fait sa victoire face à Israël Adesanya. Parce que quand on va re-regarder du coup en analyse le combat face à Adesanya, on va observer les schémas répétitifs qu'il fait, les tactiques qu'il utilise pour brouiller les pistes face à son adversaire. Alors que jusqu'à maintenant, beaucoup de gens avaient la narrative comme quoi c'était de la chance face à Adesanya, le fait qu'il ait réussi à le toucher. Il a pas seulement un arsenal de coups variés, il varie aussi les zones de frappe, il varie aussi le rythme auquel il frappe. On comprend jamais vraiment où se situe la fin de ses combos s'allongent à chaque fois. C'est d'ailleurs précisément grâce à ça qu'il avait eu Adesanya. Le pire, c'est qu'il a pas que son striking dans son arsenal, il était parfaitement capable de lutter. On se souvient qu'au premier combat, il avait fait 11 tentatives de takedown et il en avait réussi 6. Dans ce combat-là, il a même pas eu besoin de lutter, je crois qu'il a fait qu'un seul takedown. Il a dit après le combat qu'à la base, il avait prévu de lutter, c'est ce que moi je voyais personnellement. Je voyais Strickland avoir un peu plus de répondants et donc forcer Dricus du Plessis à employer tout son arsenal, toutes ses armes. Dricus du Plessis lui-même a dit qu'il était prêt à lutter dans ce combat, qu'il avait prévu de lutter dans ce combat, mais que finalement il a pas eu besoin tellement en face le Hobbs était faible. Et c'est dur de dire ça en réalité pour Sean Strickland. Je pense que c'est plus une belle performance de la part de du Plessis qu'une contre-performance de Sean Strickland. Maintenant, faut le dire, Sean Strickland reste un combattant trop limité. Il a même pas pu adapter son jeu, c'est ce que Eric Nicksick lui disait. Il a même pas tenté d'amener le combat au sol quand il voyait qu'il avait du mal debout. Même après s'être fait casser le nez, il a pas décidé d'aller au sol. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait Strickland, c'est un combattant qui est très difficile à affronter la première fois. Son style est très atypique et du coup ça surprend tout le monde. Mais son style est pas complexe, il est très rigide. Une fois qu'on comprend son style, il y a plus trop de mystère. En tout cas, c'est ce que nous a fait comprendre Dricus du Plessis. Peut-être que c'est la même chose qui va arriver à Dricus du Plessis parce que pour l'instant, il a surpris tout le monde avec son style, mais il a eu qu'une seule revanche et c'est face à Sean Strickland. Qui sait, peut-être que quand il va affronter Robert Whittaker ou Israël Adesanya une deuxième fois, ces strikers vont réussir à trouver la solution parce qu'en fait son style est plus atypique que efficace. Mais ce que je pense, c'est que son style il est atypique, spectaculaire et efficace, contrairement au style de Sean Strickland. Et c'est assez rassurant du coup pour Nassourdine Imavov qui malheureusement risque probablement d'affronter Sean Strickland une deuxième fois plutôt que de combattre pour le titre face à Dricus du Plessis. On sait que l'UFC va sûrement favoriser Khamzat Chimaev à Nassourdine Imavov pour ce combat-là. Nassourdine Imavov avait déjà trouvé la solution pour Sean Strickland lors du premier combat. On l'avait vu vers la fin du combat, particulièrement au 5e round. Nassourdine Imavov avait compris comment battre Sean Strickland, juste il restait pas assez de temps. Comme Dricus du Plessis, je pense qu'avec plus de préparation, Nassourdine Imavov saura parfaitement comment aborder ce combat face à Strickland pour le battre. Parce qu'encore une fois, Strickland aura lui rien à adapter. Il va venir avec rien de nouveau dans ce combat face à Nassourdine, alors que Nassourdine, comme Dricus, va venir avec un nouveau game plan, ou plutôt un game plan plus adapté au style unique et rigide de Sean Strickland. Maintenant, ce serait un combat qui a pas trop d'intérêt pour Nassour. On sait très bien que Nassourdine Imavov peut battre Sean Strickland. Ça ferait quand même plaisir de le voir à l'UFC Paris battre l'américain devant le public français. Ça ferait plaisir, mais ça reste une étape en plus. L'équipe de Nassourdine dit que le prochain combat ce sera forcément pour la ceinture. Du moins, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce que Nassourdine a demandé. On a vu Nassourdine là qui a fait un tweet à Mick Maynard et à Dana White, les matchmakers de l'UFC, en disant: désolé, avec tout le respect, votre champion je le déchire. Il a dit un truc comme ça, Nassourdine Imavov. Je pense honnêtement que Nassourdine Imavov a toutes ses chances face à Dricus du Plessis. Maintenant, c'est quand même un match-up qui m'intrigue. Je pense que Nassourdine a une meilleure boxe que Dricus du Plessis, mais est-ce qu'il va réussir à décoder le problème que pose Dricus du Plessis en tant que kickboxer? Ça, je sais pas. Pareil, même si je préférais voir le combat entre Nassourdine et le champion, je dois avouer que le combat entre Khamzat Chimaev et Dricus du Plessis m'intéresse beaucoup. Je sais pas si Khamzat Chimaev arriverait vraiment à imposer sa lutte comme il l'a fait dans le passé face à quelqu'un comme Dricus du Plessis. Ce serait le combattant le plus lourd que Khamzat Chimaev aurait eu à affronter jusque-là. C'est un sujet pour une prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la catégorie se renouvelle vraiment. On a le départ, entre guillemets, d'Adesanya, en tout cas des tops. On a le départ là de Sean Strickland, parce que clairement, je pense que plus personne ne voit Sean Strickland redevenir champion un jour. On a Dricus du Plessis qui a presque battu tout le monde. Robert Whittaker, Israël Adesanya, Derek Bronson,
Darren Till et là Sean Strickland 2 fois. À la fin du combat, justement, c'est ce que Alexander Binet a pas réussi à traduire en direct. J'avoue que c'est dur de traduire en direct. C'est ce qu'il disait de Dricus du Plessis. Qui d'autre est-ce que je peux affronter? Il citait Achille justement et il disait oui, qui est-ce que je peux affronter? Et c'est vrai que dans la catégorie, il a battu beaucoup de monde. Il reste quand même du monde à affronter, notamment Nassourdine Imavov et Ramzat Chimaev. Mais en tout cas, en tant que champion qui était là avant Dricus du Plessis pendant son ascension, c'est vrai qu'il a battu tout le monde. Là, il est maintenant vraiment installé en tant que champion. C'est lui qu'il faut aller chercher, c'est vrai. Mais il peut pas non plus dire qu'il a déjà battu tout le monde parce qu'il y a encore du monde dans le top là qui veulent sa peau. Ça m'étonnerait pas de voir Alex Pereira redescendre de catégorie pour affronter Dricus du Plessis. On sait qu'il avait déjà demandé ce combat là. À la base, Alex Pereira il disait qu'il avait énormément de mal à redescendre en middleweight parce que c'est une histoire de poids, etc. On en parlera plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais ça peut valoir le coup pour lui de redescendre en middleweight, même si c'est difficile, parce que pour lui, c'est un combat facile, Dricus du Plessis, du moins c'est ce qu'il pense. Et on sait surtout qu'Alex Pereira a la fâcheuse tendance d'affronter les combattants pour qui il a corner juste avant. On se souvient qu'il avait affronté Jiri Prochaska, qui avait battu Glover Teixeira pendant qu'il était dans le corner de Glover Teixeira. Pareil, il avait affronté Jamal Hill après que Glover Teixeira ait perdu contre Jamal Hill avec Alex Pereira dans son coin. Pareil, il avait affronté Israel Adesanya après avoir corner pour Anderson Silva, qui avait affronté Israel Adesanya. Donc bref, ça m'étonnerait pas de voir Alex Pereira redescendre, surtout que Sean Strickland nous a dit avant le combat que Alex Pereira regardait Dricus du Plessis comme s'il voulait l'affronter et que Sean Strickland devait dire à Alex Pereira hey, c'est mon adversaire, c'est pas ton adversaire, calme-toi. Apparemment, Alex Pereira n'aime pas du tout Dricus du Plessis, c'est ce que nous a dit Sean Strickland. Mais voilà, tout ça, c'est des sujets pour des prochaines vidéos. Pensez à mettre un like sur celle-là, abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.